Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Média. Nous parlons cette semaine de la scoliose, une maladie qui doit être suivie toute la vie, de l'enfance à l'âge adulte, afin d'éviter d'éventuelles aggravations. Mais comment justement éviter que la scoliose ne s'aggrave? Un éminent neurochirurgien avec nous sur ce plateau pour tout nous dire. Bonjour, professeur Adéréhim Aïdara. Bonjour, monsieur Paco. Alors, vous êtes professeur titulaire de neurochirurgie, chef de service de neurochirurgie du CHU de Boaké en Côte d'Ivoire, membre du comité des experts de la Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie pour la chirurgie de la colonne, et président de l'association de chirurgie d'Afrique francophone et également président de l'association continentale des sociétés africaines de neurochirurgie. Et j'ajoute que vous êtes le vice-président de l'association ivoirienne de chirurgie et vice-président de l'ONG Espérance Hope pour le traitement des malformations congénitales du système nerveux, que vous avez appelé hydrocéphalie spinale bifida. Alors, on va citer que ça, parce que votre CV est assez fourni. Mais en tout cas, c'est un plaisir, j'allais dire un honneur de vous avoir à nouveau sur le plateau d'Hebdo Santé, professeur. Merci, le plaisir est partagé. Également avec nous, Madame George Atobla Amalan Yolande. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur Kwako. Alors, vous êtes assistante de direction de formation, voilà, et vous avez eu donc une carrière très très diversifiée et enrichissante, j'allais dire, dans notamment les domaines de la finance et des affaires juridiques. Vous faites partie de la 21e promotion du Women Leadership Training de l'ambassade des États-Unis, et aujourd'hui vous êtes partenaire Forever Living Product, un réseau de marketing social, et votre leitmotiv, c'est le bien-être. En tout cas, merci Madame d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et encore bienvenue donc à tous les deux sur le plateau d'Hebdo Santé pour discuter l'actualité sur la scoliose. Nous allons commencer, professeur, par dire c'est quoi la scoliose? Mais merci. La scoliose se définit par une déformation de la colonne vertébrale qui va se caractériser par une courbure latérale anormale. Ça veut dire que quand vous allez voir le patient devant vous, de dos, on va avoir cette déformation-là du patient en S ou en C en fonction de la partie de la colonne vertébrale qui sera atteinte. D'accord. C'est chez tout le monde qu'on peut observer cela? Oui, les symptômes, on peut les observer d'abord à l'observation. On peut les voir à l'observation. On va avoir une épaule généralement qui est plus surélevée que l'autre. On va avoir une saillie proéminente de l'omoplate dans le dos. On va avoir une hanche également qui est plus surélevée. La hanche du côté opposé à la déformation va être surélevée et un patient qu'on va regarder qui est penché d'un côté. D'accord. C'est les symptômes. Et ça, il peut y avoir des signes également qui sont dits fonctionnels. C'est les signes dont vont se plaindre le patient. C'est la douleur qu'il va ressentir dans le dos et puis la faiblesse musculaire. Et puis à des stades plus avancés, on va avoir ce qu'on appelle des troubles respiratoires du fait que la cage thoracique va être déformée par cette scoliose-là et entraîner des difficultés du patient à respirer. Et enfin, on peut avoir des troubles neurologiques lorsque le patient va avoir des difficultés à marcher parce que vous savez que la moelle épinière passe dans la colonne vertébrale et il peut arriver que cette colonne, du fait de cette déformation, affecte la moelle épinière et entraîne des difficultés à marcher. Mais ce qu'il faut noter, c'est que souvent, chez les enfants et les adolescents, la scoliose est asymptomatique. Ça veut dire qu'elle ne s'exprime pas. Et ce qui fait qu'elle passe inaperçue et peut être découverte de façon fortuite ou à l'occasion d'un examen de routine chez le pédiatre. D'accord, il n'y a vraiment pas de symptômes. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir qu'un enfant ou quelqu'un souffre de la scoliose? Mais il faut justement observer. Il faut observer parce que souvent chez les petits enfants, les symptômes ne sont pas francs. Ouais, donc il faut divertir l'enfant, l'observer dans le plan frontal, c'est-à-dire de regarder et voir si on constate ces déformations-là. Et très souvent, les mamans nous disent qu'elles n'ont jamais remarqué parce qu'effectivement les enfants sont vêtus et comme ils ne se plaignent pas de douleur, il n'y a pas de symptômes,
Et c'est pratiquement à l'âge de l'adolescence qu'on constate ces déformations-là. Madame George, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la scoliose avant cette émission? Oui, j'en ai entendu vaguement parler, mais je ne savais vraiment pas la gravité. Et en tant que professeur, c'est effrayant quand même, hein, parce que là même, je suspecte mon fils, mon deuxième fils, parce que je suis mère de 3 enfants, j'ai une fille de 23 ans, mon fils cadet. Je suspecte. Il a quel âge? Il a 19 ans, il a eu 19 ans en février dernier. Alors quand vous dites que vous suspectez, c'est quoi? Oh, parce que quand il se met torse nu, je vois qu'il est légèrement... penché d'un côté. Oui. Ah bon? Oui. D'accord. Donc là, au sortir d'ici, je vais prendre rendez-vous avec le professeur. D'accord, vous avez observé ça, mais vous n'êtes pas allé à l'hôpital. Ah, nous, on a pensé que soit il faisait le malin. Souvent, c'est des choses, quand tu ne sais pas, tu négliges. On n'a vraiment pas vu la gravité. Il se plaint sûrement pas de signes. Voilà. C'est ça. Donc, alors, pour Saïdara, au vu de ce que Mme George vient de dire, qu'est-ce qui peut provoquer la scoliose? Les causes sont multiples. La cause la plus observée, c'est l'absence de cause, justement, la scoliose idiopathique, qui survient sans cause, sans étiologie. C'est les enfants à l'adolescence, entre 10 et 18 ans, qui vont commencer à présenter cette déformation qu'on va constater, ou bien à l'occasion de douleurs qu'on va voir qui sont déformées. Et puis, on a la scoliose juvénile, qui survient sur le plus petit, entre 0 et 10 ans, qui également vont présenter ces déformations, mais souvent on ne retrouve pas de cause. On a des scolioses qui ont des étiologies, telles que la scoliose congénitale, qui va commencer pendant la vie embryonnaire, c'est-à-dire pendant que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, il va présenter des anomalies de développement de la colonne vertébrale et ces anomalies vont persister et vont évoluer à la naissance. À côté de ça, on a des scolioses neuromusculaires qui sont dues à des affections qui vont atteindre le système musculaire et les nerfs qui sont reliés à ce système musculaire-là. On a la dystrophie musculaire par exemple. On a l'infirmité motrice cérébrale, c'est des enfants qui naissent avec des anomalies au niveau du cerveau ou qui pendant la naissance vont présenter des souffrances et donc ils vont avoir des problèmes de posture et à la longue vont entraîner cette déformation-là. Et puis on a le spina bifida que nous traitons, c'est une anomalie congénitale de fermeture de la colonne vertébrale avec la moelle épinière ou les structures nerveuses qui vont saillir dans le bas du dos et qui peuvent entraîner également cette déformation-là. À côté de ça, chez l'adulte, on a des scolioses qui sont dites secondaires, notamment dans le cas de la tuberculose vertébrale, qui peut atteindre la colonne vertébrale et entraîner également ces déformations-là. Donc c'est un peu toutes ces étiologies. Dans le cas de la maladie, la tuberculose, oui, ça peut induire une scoliose. Oui, la tuberculose de la colonne vertébrale va déformer la colonne vertébrale et souvent entraîner des troubles neurologiques qui vont nous amener souvent à opérer ces patients-là pour redresser la colonne vertébrale et pour libérer la moelle qui est comprimée. Ah, vous savez, donc il y a possibilité de traiter, de prendre en charge ces patients qui ont la scoliose. Ben, c'est difficile de dire qu'on peut traiter la scoliose de façon définitive parce que ça dépend de plusieurs facteurs. D'abord, il y a l'âge du patient, il y a le type de scoliose, il y a la gravité des courbures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des scolioses qui sont légères, qui sont entre 0 et 20 degrés d'angle de courbure. Chez ces enfants-là, on peut faire juste une surveillance et puis surveiller la progression. Souvent, ça reste stable. Et ça n'évolue pas. Ils n'ont pas besoin d'une prise en charge particulière. Après, on a des scolioses qui sont beaucoup plus prononcées, entre 20 et 40 degrés. Et chez ces enfants-là, on va mettre des corsets qui vont aider à stabiliser les déformations. Ça ne corrige pas les déformations, mais ça va, pendant la croissance, empêcher que la scoliose s'aggrave. Et puis, chez des enfants ou des personnes qui ont des angles de courbure très, très prononcés, plus de 50 degrés, ceux-là vont être éligibles pour la chirurgie. D'accord. Madame George, est-ce que vous avez parlé avec votre fils de 19 ans? Est-ce que vous lui avez posé des questions à ce sujet? Souvent, quand je le vois, il dit, mais il redresse-toi. Redresse-toi. Comme en fait, j'ai jamais pensé que ça pouvait être une maladie. Et ça fait combien de temps que ça dure?
Ça fait peut-être 2 ans que moi j'ai remarqué. C'est que je ne sais pas accentuer, mais quand il est torse nu, c'est visible. D'accord. En plus, voilà, de cette déformation qu'on constate, il faut faire des examens. Quels sont ces examens, professeur? Il faut faire une radiographie de la colonne totale qui va nous permettre de mesurer les angles de courbure là. Et c'est des radiographies qu'on fait dans plusieurs sens en demandant aux patients d'adopter des positions en se penchant sur le côté pour voir si la scoliose peut se réduire. On a également le scanner de la colonne vertébrale qui va permettre d'apprécier, pas plus pour le diagnostic, mais surtout pour apprécier la qualité des os. Et puis lorsque l'enfant, le patient a des troubles neurologiques, il faut aller faire une IRM. Et donc, d'accord, voilà, allez-y, une IRM de la colonne qui va permettre d'apprécier l'état de la moelle épinière. Et le problème ici en Afrique, c'est que les diagnostics sont tardifs. Ils sont tardifs pour plusieurs raisons, parce que déjà il y a l'accès aux soins. Vous voyez que les gens ne vont pas systématiquement à l'hôpital s'il n'y a pas d'aggravation. La deuxième chose, c'est les ressources limitées. Les infrastructures sont limitées. On ne trouve pas une radiographie partout, même si c'est un examen qui est banal, on ne trouve pas un scanner partout. Encore moins une IRM qui coûte près de 300 000 francs à réaliser. Et puis on a le manque de spécialistes. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui s'occupent de ces pathologies-là. Les chirurgiens de la colonne vertébrale sont très nombreux, les praticiens même qui s'occupent, les rééducateurs, tout ça sont peu nombreux. D'accord. Et donc ça pose également un problème de disponibilité de ressources médicales. J'ai envie de faire juste une... Oui, allez-y, terminez pour ça. Il faut parler aussi de nos croyances, attitudes, parce que dans certaines communautés, la déformation, l'handicap est un handicap, donc les personnes ont il y a un regard négatif sur ces personnes-là. Parce qu'ils sont déformés, ils sont pas normaux, et donc ça peut entraîner à des exclusions, des stigmatisations qui font que ces personnes-là sont isolées et ne vont pas aller consulter dans des soins de santé. Et puis il y a l'impact économique, parce que c'est des sujets jeunes. Et la scoliose, c'est une maladie qui est handicapante, qui donne des douleurs chroniques, et ces patients-là vont avoir des difficultés à travailler et à participer au développement de la société. Donc c'est une problématique qui est assez importante. Alors vous disiez à l'instant qu'il n'y a pas assez de spécialistes neurochirurgiens. Oui, la scoliose est traitée, prise en charge par les neurochirurgiens et puis par des orthopédistes qui sont spécialisés dans la colonne vertébrale. Et donc en Afrique subsaharienne, il y a très peu de centres. Je pense qu'il n'y a pas plus de 5 centres dans toute l'Afrique subsaharienne qui pratiquent cette chirurgie-là. Nous la pratiquons ici en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'il y a très peu de centres, quasiment pas de centre qui a l'expérience de cette chirurgie en Afrique subsaharienne. Ah bon, d'accord. Et les spécialistes que vous êtes combien ce jour en Côte d'Ivoire, en Afrique? Ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes 3 à pratiquer cette chirurgie de déformation vertébrale. Et je ne pourrais pas vous dire le nombre. Vous avez bien dit 3. 3, oui. Je ne pourrais pas vous dire le nombre qu'il y a dans l'Afrique subsaharienne. Nous sommes en train de faire, dans le cadre de la Fédération mondiale, nous sommes en train de faire des formations, et justement pour détecter ce manque-là de praticiens, et puis voir comment former les personnes à s'intéresser à cette chirurgie. Alors, Madame Church, professeur a parlé tout à l'heure de nos croyances. Voilà, des personnes qui vont peut-être être traitées de tous les noms parce qu'elles portent une maladie. Alors, vous avez vu les images tout à l'heure de ces personnes qui ont une déformation de la colonne. Dans l'imagerie, comment est-ce qu'on les considère? En général, les personnes que j'ai rencontrées qui sont dans cet état-là, c'était à Bangourou, dans mon village. Et ce sont des femmes. Donc les gens parlent des maternités, je ne vois vraiment pas où est le rapport. En fait, moi j'avais cru à ça. Mais à écouter le professeur, je vois que c'est des fausses croyances. Que ce sont des idées reçues. Voilà. C'est juste que ces personnes n'ont malheureusement pas eu l'information, n'ont pas été diagnostiquées pour qu'on sache que c'est effectivement d'une scoliose qu'elles souffraient. Oui, ce qu'il faut noter, c'est que généralement les scolioses surviennent beaucoup plus chez les jeunes femmes
que chez les garçons. Qu'est-ce qui explique cela pour ça? Non, c'est une question, c'est la distribution de la maladie, c'est comme ça, c'est le constat qu'on a eu à faire, peut-être d'autres génétiques ou quoi, mais toujours est-il que la pathologie est plus fréquente chez la jeune fille. Et vous voyez qu'une jeune fille de 15, 16, 17 ans, qui est vraiment en pleine maturité, va présenter cette déformation-là et donc il faut poser un problème esthétique. Qui fait que c'est un gros handicap vis-à-vis de la société, et ces filles-là se sentent stigmatisées. Alors, vous avez dit à l'instant qu'on ne peut pas guérir définitivement donc, de la scoliose, mais est-ce qu'on peut tout de même redonner un confort de vie aux patients? Oui, il y a des traitements appropriés. D'abord, comme je dis, toute pathologie est mieux prise en charge lorsqu'elle est diagnostiquée tôt. Donc si effectivement c'est diagnostiqué tôt avec le port du corset, le corset va permettre de stabiliser cette déformation-là et puis permettre aux patients d'avoir une qualité de vie. Et puis après, il y a le suivi médical. On peut faire la rééducation. La kinésithérapie pour renforcer les muscles du dos. Il y a certains sports qui sont conseillés, tels que la natation, tous les sports qui vont contribuer à renforcer les muscles du dos. Il faut éviter certains types de sports, tels que le sport de chute, le sport de torsion de la colonne vertébrale. Quand on joue au tennis, la colonne vertébrale est très sollicitée. Et donc, tout ça sont des facteurs qui peuvent aggraver une pathologie, la pathologie de la scoliose chez quelqu'un qui est déjà porteur de cette malformation-là. Et puis, il faut également faire la sensibilisation. C'est très important. La sensibilisation, je pense que c'est ce qui nous manque souvent dans les pathologies. Vous savez, les gens ne savent pas ce que c'est. On dit que la colonne est déformée. Et puis voilà, ça s'arrête là, alors qu'il faut comprendre les phénomènes, il faut savoir pourquoi ça survient. Et quand on sait tout ça, on connaît les mesures qu'il faut prendre pour stopper l'évolution. Il faut aller consulter et puis savoir qu'il y a des spécialistes qui prennent en charge ces patients-là. C'est une prise en charge multidisciplinaire. D'abord, il y a l'aspect psychologique qui est là, j'en ai parlé. Il y a l'aspect même orthopédique, c'est-à-dire qu'il faut mettre le corset. Avec le corset, il y a l'aspect chirurgical. Et après la chirurgie, il y a un suivi à faire. Il faut que le rééducateur maintenant va prendre en charge cet enfant-là. Parce que c'est un nouvel environnement. Le fait d'avoir mis des implants dans la colonne vertébrale, c'est un nouvel environnement qui nécessite une rééducation du patient. Et tout ça, il faut mettre en place une équipe qui est spécialisée. Ailleurs, il y a des équipes qui sont vraiment spécialisées dans la prise en charge de la scoliose, qui ne font que ça. Quel sera le message dans la sensibilisation dont vous avez parlé tout à l'heure? Vous avez dit que c'est assez important de sensibiliser. Et d'ailleurs, on a une journée internationale de sensibilisation à la scoliose, tous les 26 juin. C'est assez important. Qu'est-ce qu'on va donner comme message au cours de cette sensibilisation-là? Qu'est-ce qu'on va dire aux populations? Déjà, il faut faire des campagnes de dépistage. Madame a dit tout à l'heure qu'elle a constaté que son fils était penché d'un côté, et c'est des signes qui doivent alerter. Après, pour tout le monde, c'est important d'adopter des attitudes de posture correctes. Il faut s'asseoir, par exemple, éviter de se pencher en avant quand on est en position assise. Il faut s'assurer que le siège sur lequel on s'assoit a un dossier qui est bien renforcé dans le bas du dos. Pour les travailleurs, par exemple, il faut des chaises adaptées, ça s'appelle des fauteuils orthopédiques, qui sont avec des assises pivotantes, des accoudoirs et un repose-tête. Par exemple, pour ceux qui travaillent sur des ordinateurs, il faut que l'ordinateur soit en face des yeux, pas rester fléchi comme ça à la longue. La colonne vertébrale va prendre un coup. Et donc, il y a des supports surélever l'ordinateur de telle sorte que l'ordinateur soit en face. Le port de charge, très important. Il faut éviter de soulever des charges trop lourdes et puis de façon déséquilibrée sur une épaule.
qui fait qu'on est penché d'un côté, alors on peut prendre des sacs à bretelles qui peuvent repartir de façon homogène la charge. Et puis, très important, lorsque vous devez soulever des objets, il faut éviter de pencher le tronc pour soulever des objets. Il faut fléchir les genoux, comme on voit sur l'image. Il faut fléchir les genoux pour... Voilà, si on respecte toutes ces attitudes, c'est l'hygiène de vie en fait, du dos. Généralement, on arrive quand même à régler un tant soit peu ces problèmes de dos qui sont fréquents. Nous, dans nos consultations, aussi 10 patients qui viennent en neurochirurgie, il y a 7 qui viennent pour des problèmes de dos. Ah bon? Donc, oui, 70% de notre activité, c'est le problème de dos. Alors, c'est un problème assez sérieux. Alors, Madame George, est-ce qu'on vous a déjà sensibilisé, vous en tant que maman, à observer vos enfants? Parce que déjà, voici votre cadet de 19 ans. Vous n'avez pas pris le temps de l'observer, de voir un peu, de le divertir. C'est vrai qu'il est devenu grand garçon. Oui. Mais j'allais demander à professeur, est-ce qu'on doit mettre ça également dans la sensibilisation des mamans, divertir leurs enfants et voir un peu le niveau de leur dos, comment c'est? Oui, parce que c'est quand même étonnant qu'une maman dise « j'ai pas remarqué ». Alors que bon, je dis, on sait quand même que c'est les mamans qui s'occupent des enfants. Mais on remarque, mais... Oui, après c'est quelque chose de mobile. Elle a dit, peut-être qu'il fait le malin, il a 19 ans. Voilà, et ça peut survenir chez des enfants plus jeunes. Plus jeunes, mais comme ils se ne plaignent pas vraiment, donc ça n'attire pas l'attention. Voilà, donc il faut que dans nos habitudes, on prenne le temps justement de regarder, de divertir les enfants, de les regarder. On voit tout de suite quand il y a une déformation, ça se voit tout de suite. Après, pour ceux qui vont avoir des symptômes, c'est plus facile parce que les jeunes femmes, par exemple, elles vont avoir, avec le développement des seins et les modifications à l'âge de puberté, elles vont avoir ces douleurs-là qui sont gênantes. Et puis, par exemple, il y a une qui me disait ouais, mais bon, je ne peux pas aller à la piscine, je ne peux pas aller au sport, à l'EPS, parce que tout le monde me regarde quand je me déshabille. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment le regard de la société. Il faut apprendre aux gens à dire que c'est une maladie comme toutes les autres, et puis qu'il y a des moyens de stopper l'évolution, de suivre les patients pour leur donner une qualité de vie. D'accord. Il y a quelque chose que vous aurez souhaité savoir, Mme George? D'accord. Oui, M. Kankou, avec votre permission. Allez-y. Je voudrais poser 2 questions, parce que vous avez déjà répondu à une de mes questions, donc je ne vais pas revenir dessus. Professeur, je voudrais savoir si l'asthme pourrait être une des causes de la scoliose. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une autre pathologie qui n'est pas d'une déformation de la colonne vertébrale. D'accord. Voilà, mais effectivement, pour quelqu'un qui a une scoliose, qui a un asthme en plus, déjà que la scoliose peut donner des difficultés respiratoires, peut aggraver les crises d'asthme. D'accord. Merci, professeur. Je vais enchaîner avec la deuxième question. Allez-y. D'accord. Est-il possible de traiter la scoliose sans recourir à une intervention chirurgicale? Oui, bien sûr. On peut traiter sans opérer lorsque les déformations ne sont pas très importantes. Et puis aujourd'hui aussi, la chirurgie a fait beaucoup de progrès. C'est vrai que vous voyez, il y a des images de chirurgie où on ouvre toute la colonne, mais aujourd'hui, dans certains types de scoliose, on fait ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire on n'ouvre pas tout le dos, on ouvre juste une partie en bas et en haut. Ça, c'est des enfants qui sont en croissance. On leur met ce qu'on appelle des tiges de croissance qui, tous les 2 mois, vont être allongés par un champ magnétique. Et donc, la chirurgie a beaucoup évolué du point de vue de la prise en charge de la scoliose. D'accord. Merci, professeur. Merci beaucoup, Mme George. Allez, professeur, on termine avec vous. Donc, on dira qu'il faut donc mettre l'accent sur le dépistage. Le dépistage, la prévention, la sensibilisation. La sensibilisation. Oui, très important. D'accord. Et puis, savoir que la prise en charge peut se faire. Quand c'est pris tôt, ça peut être guéri. Tard, ça peut être stabilisé. Et la chirurgie n'est pas quelque chose de... Il ne faut pas voir la chirurgie comme
comme un problème. C'est vrai que c'est une chirurgie qui coûte cher. C'est une chirurgie qui coûte cher. Le dernier patient qui allait se faire opérer en France d'une scoliose, un jeune homme, ils ont payé près de 60 millions l'intervention. Donc vous voyez que c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Et donc si on a des centres équipés ici avec un plateau technique adéquat, on peut parfaitement effectivement les prendre en charge. Et vous l'avez dit, donc c'est possible aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce plateau, on peut en trouver donc au Maroc, on peut en trouver donc dans certains pays. À Boaké, bientôt va ouvrir le CHR, le CHR de Boaké, qui a un service de neurochirurgie qui est avec du matériel de pointe de dernière génération. Je pense qu'il sera le service de neurochirurgie le plus équipé de l'Afrique publique, de l'Afrique subsaharienne. D'accord. Donc je pense que ça donne de bonnes perspectives. Tout à fait. L'équipe d'Hebdo Santé va certainement donc se rendre à Boaké pour voir un peu ces installations qui augurent donc vraiment d'une très très bonne prise en charge de la scoliose et de pas mal de maladies de la neurochirurgie. Oui, en Afrique. Notamment le spina bifida. Bifida. Et ça tombe bien comme madame s'occupe de bien-être. Et justement, on s'est rendu compte que, enfin, les études ont montré que le spina bifida, par exemple, peut être réduit de 70% juste en changeant l'alimentation des femmes qui sont en âge de procréer, en enrichissant l'acide folique. Vous voyez que c'est de la neurochirurgie, mais c'est aussi de la santé publique. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Tout à fait. On y reviendra donc à d'autres occasions, certainement à une autre émission. Merci pour toutes ces informations, professeur Adérim Aïdara. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de neurochirurgie et chef de service de neurochirurgie du CHU de Boaké en Côte d'Ivoire. Et à vous, Madame Tchotch Atobla Amalan Yolande, vous êtes assistante de direction de formation et puis partenaire d'un réseau de marketing social Forever Living Product. Et votre leitmotiv, on l'a dit, c'est le bien-être. En tout cas, merci madame d'avoir été là. Merci encore professeur pour cet honneur. Et puis on se dit à très bientôt. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à Ferdinand Kouakou pour sa collaboration. Merci également à l'équipe technique et à vous qui l'avez suivi. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.